Alors, je vais prendre la parole pour démarrer l'après-midi et la troisième session. Je vais rappeler le titre de notre journée de travail, « Technologie numérique pour la maîtrise d'œuvre sur le patrimoine ». Alors, j'ai fait juste un petit exercice entre midi et deux. J'ai regardé combien d'architectes étaient inscrits à cette journée d'échange. Eh bien, nous sommes, je suis moi-même architecte, nous sommes 59 inscrits sur 218. Alors, je vais inviter mes confrères à participer cet après-midi, à faire remonter leurs besoins, leurs interrogations par rapport à tout ce qui est présenté. Alors cette troisième session, elle concerne donc les enjeux de la recherche, on va dire dans le croisement des technologies numériques avec les objectifs de conservation-restauration. Alors finalement, pour les architectes qui interviennent sur les monuments historiques, quelles opportunités représentent les technologies numériques, sachant que les objectifs d'intervention restent les mêmes? Alors le numérique, c'est beaucoup de données, très vite et télétransportables. Et cette possibilité finalement d'exploiter des données massives renouvelle les méthodologies, c'est-à-dire les façons de travailler ensemble. Alors traditionnellement, l'architecte est un praticien de la synthèse, on va dire, c'est ce qui fait sa performance. Il sélectionne, il agrège les informations pertinentes liées à une hypothèse à vérifier, à une question posée, et dans un souci de constante économie. Définition par Frank Packard, un informaticien et chercheur à Polytechnique, du numérique. Le numérique, c'est la profusion des données numériques et leur traitement qui permettent de faire apparaître des liens inattendus, des structures cachées. Au lieu d'utiliser des données pour interroger une hypothèse préalable, eh bien, on a la découverte de structures nouvelles qui permet de formuler des hypothèses, de nouvelles hypothèses. Alors dès lors, quelles nouvelles perspectives pour la recherche au service de la conservation des monuments historiques et quels sont les axes de développement où le numérique est clé? Alors, dans le cadre de la table ronde qui va suivre, l'objectif c'est de transmettre une compréhension des enjeux de recherche actuels autour de 3 axes de développement. Le premier axe qui concerne le développement des capteurs d'information sur les édifices et sur leur environnement, et ça inclut aussi la phase de traitement de ces informations captées. Deuxième axe de recherche, le téléportage d'informations qui permet la veille à distance, qui permet le partage finalement d'informations nouvellement captées ou alors déjà capitalisées. Et puis également, troisième axe de recherche, c'est la gestion des datas. Et cette gestion donc des masses d'informations, elle oblige à repenser les questions de l'archivage, on en a parlé ce matin, d'organisation des informations, de l'utilisation de nouveaux capitals de connaissances. Finalement, elle nous oblige à repenser les questions de méthodologie. Et c'est là-dessus que je pense qu'il y a un enjeu. J'ai regardé sur Internet rapidement et j'ai trouvé une définition intéressante sur ce changement méthodologique. Ça illustrait un séminaire sur les big data. Alors on passerait d'une approche déterministe, c'est-à-dire une cause produit un effet, à une approche probabiliste, où en fait un ensemble de causes produira probablement un effet donné. Alors c'est bien un enjeu sur les méthodes associées à ces évolutions technologiques. Alors pour finir ma conclusion, je vais vous lire un court extrait d'un ouvrage d'André Leroy-Gourand, donc ethnologue, archéologue, historien, qui nous dit sur les techniques. Les techniques, produits de la pensée humaine, ont une vie qui échappe à l'humanité individuelle. Chacun les prend au point où elles en sont et elles courent devant lui jusqu'à la génération suivante. Parler de notre dépassement actuel par les techniques est donc un faux problème. Les techniques sont normalement dépassantes. Le point angoissant, je pense aux architectes, n'est probablement pas là. Le problème est plutôt dans le lien qui unit la technique au cerveau de l'homme. Savoir si on est homme parce qu'on fabrique des outils, savoir si l'on peut, avec les philosophes, concevoir 2 sortes d'humanité, successives d'abord, puis conjointes dans la vie de chacun. Celle de l'homo faber et celle de l'homo sapiens. Alors, ce qu'il me semble, c'est qu'il y a un défi effectivement lié à la transition numérique, et puis il y a un défi qui est dans notre capacité finalement d'adaptation intellectuelle à de nouvelles méthodologies de travail. Voilà, et c'est de ça dont il s'agit cet après-midi. Alors, je vais
appeler d'abord Livio De Luca, que je ne pense pas avoir besoin de représenter. Je vais juste dire qu'il est à la tête d'un laboratoire qui est extrêmement stimulant. Il est à la tête donc d'une jeune équipe extrêmement pluridisciplinaire, très internationale. Et lorsqu'on visite son laboratoire, eh bien, on est obligé de monter dans le train qui va à vive allure de la transition numérique. Voilà. Merci. Merci Stéphanie pour cette présentation qui va effectivement me permettre d'avancer vite sur tout un ensemble de propos qui sont sous-jacents à nos travaux et qui méritent d'être effectivement expliqués. Donc ma présentation va se concentrer sur une question qui a été évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui en termes des besoins, qui a été également présentée lors de dernières expériences en matière de gestion des données, en matière de gestion des données hétérogènes, de mise en relation des données hétérogènes. Et donc je vais plus précisément vous parler de quel est l'état de l'art en matière de développement des systèmes d'information 3D à l'échelle architecturale, qui est un petit peu mon sujet de recherche privilégié, et surtout la manière dont nous sommes en train, au sein du laboratoire, de lier profondément toute l'activité d'acquisition, de numérisation 3D avec cette corrélation des données. Donc il est évident, et ces genres de journées en sont la preuve, que les avancées scientifiques en matière de gestion des ressources numériques ont porté une véritable évolution dans les modes opératoires qui essaient de suivre ce progrès technologique effréné. Et aujourd'hui, on a vu des exemples où la représentation 3D fait réellement et concrètement évoluer les méthodologies de documentation des objets patrimoniaux. On a parlé d'acquisition, enregistrement, de corrélation des données multidimensionnelles, on a parlé d'analyse, d'interprétation, de classification, on a parlé de partage d'informations et de connaissances. Il y a donc un problème central qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est comment on peut structurer, comment on peut interfacer ces données, d'autant plus qu'on vit dans un moment où chaque technologie évolue avec son support, avec son format, avec sa structure et les compétences qui sont nécessaires pour la maîtriser. Et d'autant plus que, comme cela a été déjà expliqué plusieurs fois ce matin, il y a énormément de données, il y a énormément de profils d'horizons différents qui savent interpréter, analyser ces données. Il y a énormément d'aspects que on doit prendre en compte, y compris cette dimension temporelle dont on parle tout le temps, dimension temporelle sur laquelle on reviendra. Et surtout, bien entendu, il y a plusieurs acteurs, chacun avec son point de vue, chacun avec sa vision, chacun avec ce qu'il peut apporter à la connaissance d'un édifice patrimonial, chacun avec ses compétences et la nécessité d'échanger avec les autres. Je vous dis d'entrée, je n'ai pas les réponses à tout ça. Mais voilà. Alors, on a commencé à travailler au système d'information à l'échelle architecturale il y a quelques années, donc en 2004. Donc ici, vous voyez le premier prototype de notre système NUBES, qui était aussi présenté aujourd'hui par Jean-Marc Vallée et Sarah Badoza. Donc NUBES était une première tentative de mettre en liaison les logiques du système d'information typiquement géographique, voilà, avec des systèmes de représentation 3D. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'Arc de Triomphe. En réalité, vous êtes en train d'observer un squelette conceptuel, ce qu'on appelle une description sémantique, qui s'appuie sur des nœuds. Chaque nœud est lié à un concept. Ce concept décrit l'élément, une partie de l'élément au sein d'un domaine des connaissances. Et ensuite, à chaque concept, on a la possibilité d'associer une ou plusieurs représentations, dans l'idée que chaque représentation, y compris la représentation 3D, en réalité répond à un besoin d'analyse
et d'observation particuliers. Si je veux observer, si je dois faire une analyse d'un comportement mécanique, j'ai besoin d'un modèle 3D. Si je dois faire une observation de l'état de conservation des surfaces, j'ai besoin d'un autre type de modèle 3D. Néanmoins, c'était une première tentative que l'on avait mis en place, donc le système qui déjà en 2004 était une base de données multidimensionnelle et s'appuyait sur des technologies web. Alors, pour représenter la chose de façon assez basique et caricaturale, qu'est-ce qu'un système d'information 3D, qu'est-ce qu'une base de données 3D et en quoi ça diffère d'un BIM, ce qu'on appelle aujourd'hui un BIM. Ce que vous voyez à l'écran, on est à la démonstration. Donc vous avez sur la gauche une scène 3D, ici l'anastylose du cloître de Saint-Guilhem-le-Désert. Sur la droite, vous avez une base de données qui relie à chaque modèle 3D des sculptures qui sont utilisées dans cette anastylose des attributs descriptifs, sont typiquement des fiches d'inventaire. Et en bas, vous voyez la relation entre les deux, c'est-à-dire j'interroge une base de données pour connaître quels sont les lieux de conservation des différents objets qui sont représentés dans cette scène, et par un code couleur, c'est la scène 3D qui spatialise, qui représente, qui explicite visuellement la réponse de cette base de données. Alors, d'un point de vue conceptuel, le BIM en est là. Donc, c'est-à-dire on a un objet, un bloc, une représentation 3D, en plus normé, ce qui réduit énormément la liberté de travail. On le relie avec un jeu d'attributs descriptifs. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Ici, l'expérience qui a été présentée par Jean-Marc Vallée. Donc, on a un modèle 3D et on essaye de spatialiser, donc d'indiquer par ce qu'on appelle de la notation sémantique, des positions dans cette représentation 3D qui font référence à des observations. Mais bien entendu, une observation est faite par quelqu'un qui a des connaissances et elle est faite par rapport à ses connaissances et donc par rapport à ce qu'il est capable de distinguer, de reconnaître dans ce qu'il voit. Bon, comme vous le voyez, on avait mis en place des thésaurus spécifiques, des phénomènes de peinture murale. Là, on s'est heurté, ce n'est pas une nouveauté, au problème que de toute manière, on peut décider d'utiliser des standards et d'utiliser des vocabulaires normés. Eh bien, quand vous travaillez avec des spécialistes, on ne trouvera jamais les termes normés qui correspondent à la vision et au niveau de détail que le spécialiste est capable d'apporter. Mais ici, vous voyez à quel point donc, on pouvait rechercher des phénomènes, par exemple, de dégradation particulière, et ensuite, une fois la base de données trouvée, on peut aller retrouver leur position dans l'espace. Alors, il s'agissait d'une première tentative d'étendre finalement ces cadres de la notation sémantique de volume 3D, de représentation 3D, aussi à des coordonnées 3D de ces volumes. Ici, vous voyez les pas qui étaient faits juste après, donc qui concernent le travail qui était présenté par Sarah sur la tour du Chadron à Chambord. Là, on essayait de faire un pas supplémentaire, de se dire, bien entendu, il y a un ouvrage architectural, il peut être subdivisé en parties, en composants en architecture, mais c'est très bien. On peut le faire en fonction d'un vocabulaire, c'est très bien. Et ensuite, donc on va prendre chaque sous-entité, essayer de les transformer en une sorte de support de lecture multi-calque, multi-niveau. Et c'est là que vous voyez la technique qui a été utilisée, donc ici sur le plan de la méthode et également de l'implémentation informatique, où pour chaque sous-élément, donc à partir de la description de l'objet, on produit donc une projection de texture, et cette texture, ensuite, on la rend vectorielle de façon à pouvoir y intégrer des observations. Et là, vous voyez l'outil, l'outil qui a été déjà présenté. Alors, avec logiquement cette possibilité qui est donnée à l'utilisateur de sélectionner un calque ou de créer un nouveau calque, d'ajouter des annotations et surtout, on le verra ici, d'organiser, de structurer les différents niveaux de lecture
sur la représentation 2D, une représentation qui est connectée à une représentation 3D. Bien entendu, l'avantage, c'est que en utilisant un support métrique, on a quelque part une valeur sur le plan quantitatif qui peut être exploitée. Et donc on peut connaître, par exemple, on peut faire des corrélations statistiques assez simples, connaître par exemple quelle est l'extension, quel est le phénomène de dégradation le plus pressant dans une zone, etc., etc. Et là, on est encore dans du statistique. Le point positif de cette expérience, je trouve que est celui d'avoir démontré l'utilité, que je cherche encore, d'un modèle 3D. Parce que parfois les modèles 3D donnent beaucoup à voir, et être capable de les interroger, mis à part quelques expériences que l'on essaie de mener et de promouvoir, reste encore un problème inexploré. Néanmoins, donc, ici on voit quelle est l'utilité, je trouve, de spatialiser de l'information. Ici, on spatialise de l'observation. On spatialise, c'est que les personnes qui sont capables de décrire ce qu'ils regardent, ce qu'ils observent, donc arrivent à réunir au sein de ces supports. Donc, ce type d'expérience était le point de départ. Le point de départ du projet ANR Monumentum, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de l'appel Continu Interaction. Donc c'est un projet qui a démarré en novembre 2013, va se terminer dans 2 ans, donc on est à peu près à mi-parcours, et qui voit les partenaires que vous voyez ici, donc l'EMAP, les CCRP, l'IGN, le laboratoire PRISM, le LMGC. D'ailleurs, tous ces partenaires sont présents ici aujourd'hui, et également la DRAC PACA, qui est intégrée au sein du projet comme, entre guillemets, utilisateur final des résultats de ces projets, mais surtout comme élément de liaison avec une communauté professionnelle. Donc il s'agit d'un projet qui réunit une trentaine de personnes. Ici vous voyez l'image d'une belle table. Et c'est un projet qui essaie d'aborder 4 thématiques conjointes. Donc l'objectif du projet Monumentum est celui de créer une plateforme informatique pour gérer ce que nous appelons un continuum d'information. Donc, à partir de l'analyse, de l'acquisition, allant jusqu'à l'analyse, la corrélation, les partages, relative à l'état de conservation des édifices patrimoniaux, avec donc l'ambition en matière d'acquisition et de fusion des données, d'élaborer des cartographies tridimensionnelles à plusieurs échelles, à des niveaux de complexité morphologique différents et incluant plusieurs dimensions observables. L'idée également d'intégrer et de structurer ces informations hétérogènes autour de ce que l'on peut appeler des représentations intelligibles, c'est-à-dire des représentations 3D, mais qui de toute manière soient capables d'exprimer au moins les résultats de ce que l'on observe sur ces édifices. De caractériser également l'état physique du bâtiment via des analyses scientifiques. Vous en avez déjà vu ce matin, mais vous en verrez aussi dans les présentations suivantes. Et également d'essayer de pérenniser, donc d'archiver ces genres d'acquisition et ces corrélations en vue d'élaborer également des outils d'aide, à la restauration, dans une aptitude qui est totalement probabiliste et non pas déterministe d'ailleurs. Et bien entendu, il y a un élément central qu'on essaie de mettre en place, qui fait l'objet de la thèse de doctorat de Tomi Messaoudi, qui concerne une ontologie, donc pour faire simple, c'est la représentation formelle des connaissances d'un domaine ou bien l'ensemble des concepts, des relations entre ces concepts qui fait un consensus au sein d'une communauté. Donc un échafaudage conceptuel, je disais, qui permet de mettre en relation les données acquises, les informations extraites avec les connaissances du domaine. Donc, ici, je vais parler de ce qu'on a fait, je vais parler de ce que nous sommes en train de faire
Et le titre indique bien qu'on avait probablement bien saisi un besoin, parce que j'ai entendu parler ce matin à plusieurs reprises on n'est plus dans un moment où on élabore des ressources numériques, on est dans un moment où on se situe au sein d'un processus d'élaboration continue de ressources numériques. C'est la raison pour laquelle nous imaginons donc d'être capable de gérer ces continuums d'informations spatialisées. Alors pourquoi spatialisées? Spatialisées parce que la seule utilité, je trouve, des modèles 3D, si on fait un parallèle avec la cartographie, c'est d'être capable de réunir au sein d'un référent spatial des informations hétérogènes qui peuvent être traitées d'un point de vue numérique et de les mettre en relation, et surtout finalement de les mettre en relation aussi bien qu'au sein d'un système d'information géographique, la cartographie est capable de le faire. Le seul problème, c'est que la cartographie bénéficie des siècles d'évolution, non pas sur le plan technologique, sur le plan cognitif et sémiotique, et les représentations 3D ont beaucoup de retard là-dessus. Néanmoins, il y a probablement ce qui a constitué pour nous un moment de rupture, c'est donc l'introduction des outils de photogrammétrie automatique, c'est-à-dire de la possibilité, bien entendu, on peut le dire de deux manières, la possibilité de générer des modèles 3D à partir d'images, ou moi je dirais plutôt de la possibilité de calculer automatiquement l'endroit où une photo a été prise. Je l'ai dit dans la mesure où, quand on regarde à la photogrammétrie, on se concentre toujours sur quel est le résultat que l'on obtient en termes de densité, d'information, en termes de niveau de complexité de la représentation 3D, tandis qu'on ne se concentre pas essentiellement sur les grands bénéfices, celui de spatialiser des capteurs. Spatialiser des capteurs, ça veut dire être capable de spatialiser des acquisitions. Et si les acquisitions sont faites par des personnes qui, en même temps, font des observations, ça veut dire être capable de spatialiser les observations qui sont faites. Alors, ici un exemple, l'église de Caron est un des objets d'étude du projet Monumentum, sous la responsabilité de Philippe Bromblé du CCRP. Donc, ici, vous voyez un résultat de mise en corrélation d'images photographiques. Les petites icônes que vous voyez là sont tous les appareils photo au moment de la prise de vue, dont la position et l'orientation est calculée automatiquement, et en bas, vous voyez toutes les images. Bien entendu, les gens regardent ça, le résultat. Mais essayons de voir qu'est-ce qu'il y a au sein de chacune de ces images qui peuvent être prises par n'importe qui, d'ailleurs, avec un simple appareil photo. Donc on a bien entendu une information sur la surface, on a ce qu'on appelle une carte de profondeur, donc une image distance aujourd'hui, donc on peut pour chaque pixel savoir à quelle distance se trouve la surface, et on a, en analysant ces données, également la possibilité de reconstruire cette surface. Alors c'est intéressant parce que quand on parle des masses de données, on dit on produit énormément de nuages de points, des milliards de points, comment les traiter? Si on décidait de ne pas les traiter, tout simplement, de garder les photographies et d'imaginer que dans chaque photographie, on peut reprojeter cette information, reprojeter toute l'information qui constitue la richesse de la 3D et la contenir tout simplement au sein du support qui est à la portée de tous, la photographie, un support finalement qui, depuis la perspective et les liaisons conceptuelles et géométriques avec le monde de la photogrammétrie, établit une relation absolue, continue et réversible entre l'objet réel et l'image. Alors, ici, la thèse de doctorat d'Adeline Manuel qui s'est concentrée justement sur cette idée. J'ai une image, je peux annoter quelque chose sur une image. Cette image a été acquise, donc il y a quelque part un objet qui représente la projection en 3D de ce qui est représenté sur l'image en 2D. Mais si cette image était prise, il y a bien une deuxième image qui était prise aujourd'hui ou qui serait prise demain par quelqu'un d'autre, éventuellement, pour d'autres observations. Et M. Cheval disait ce matin, à chaque fois qu'on retourne sur le site, on observe des nouvelles choses, on redécouvre des nouvelles choses. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est que si un modèle 3D est vraiment utile pour spatialiser
des observations, donc des annotations, mais alors le véritable enjeu est de dire si j'ai fait une annotation sur cette image, suis-je capable de la retrouver sur les autres images que je prends? Voilà, ici une première vidéo qui montre les résultats de ce travail. Donc vous avez un ensemble d'images, on sélectionne une zone, on dit que cette zone est quelque chose, voilà. On peut ajouter, alors peu importe quels que soient les profils, et ensuite on propage cette annotation. Et vous voyez que quand on tourne l'image, hop, automatiquement, l'annotation est présente sur toutes les autres images. C'est intéressant et ça a beaucoup d'intérêt, plusieurs titres. Bon, bien entendu, c'est que l'on établit cette continuité. On peut imaginer de le faire sur des images qui ont été acquises à des instants temporels différents. On peut également imaginer que ces images sont acquises par différents profils. On peut imaginer que chaque personne qui acquiert une image ajoute une annotation, apporte son point de vue sur la description de l'objet. Bien entendu, technologiquement, le support que l'on vise, il est là. Non pas parce qu'on est fan de dispositifs mobiles, mais c'est pour la simple raison que, mis à part tous les degrés de sophistication de ces machines qui acquièrent à l'aveugle des milliards de coordonnées 3D, il est évident, ça ressort encore aujourd'hui, que les avancées sur la connaissance de l'objet se font en contact avec l'édifice, avec l'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle on vise ce genre de support, et c'est la raison pour laquelle on est en train d'organiser autour de ces annotations la documentation de l'édifice, dès son état de conservation. Ça, c'est le sujet de la thèse de doctorat de Tommy Messaoudi. Il ne s'agit pas, comme vous le voyez à l'écran, de traiter tous les aspects. Il ne s'agit pas non plus d'imaginer de créer un système que, dès le départ, ait besoin de l'ensemble des aspects qui décrivent cet état de conservation au sein d'une base de données. Il s'agit tout simplement de la possibilité de dissocier la documentation de l'objet de la documentation des activités cognitives, des activités d'observation scientifique qui sont menées sur l'objet. Et quelque part, la dimension temporelle, là, acquiert un statut différent, dans la mesure où on essaye de s'éloigner d'une logique de description des attributs qui qualifient l'objet, et on va plutôt vers la description et l'usage des attributs qui qualifient l'observation qui est faite par quelqu'un sur cet objet. Bon, ceci ouvre également tout un tas de questions sur les plans social, des réseaux sociaux, qui sont intéressantes. Alors, l'aspect qui va essayer de créer un mariage entre le qualitatif et le quantitatif, qui était également un élément des discussions et des débats aujourd'hui, est un simple constat. Si nous sommes capables de spatialiser des annotations, c'est-à-dire c'est qu'une personne observe, note un commentaire, un terme qui décrit ce que je suis en train d'observer, nous sommes également capables d'explorer l'intersection entre les niveaux de lecture thématique. Alors, un exemple, y a-t-il une relation entre un composant architectural qui a un rôle dans le fonctionnement de la structure particulier et un phénomène de dégradation particulier? Y a-t-il une relation entre un matériau, par exemple, et une technique de construction? Alors, tout ça, on est dans du statistique pur pour l'instant, mais avec l'avantage de pouvoir spatialiser, donc pouvoir trouver des intersections sur le plan spatial. Bien entendu, quand on parle sur le plan spatial, on n'est plus contraint à la dimension de la cartographie bidimensionnelle, on est plutôt dans un espace 2D et demi, voilà, 2D et demi 3D. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est que chaque région, cette région, elle est également liée à une région 3D, une information qui est calculée à partir des images, une information qui existe sous forme de nuages de points laser, une information que de toute manière est tout simplement mise en correspondance projective avec l'ensemble des acquisitions et des supports d'observation. Ce qui fait que cette région, que pour quelqu'un signifie quelque chose, parce qu'elle était associée à un concept,
Cette région est également associée à tout un tas d'attributs spatiaux et morphologiques qu'aujourd'hui on est capable d'extraire, on est capable d'analyser. Donc dans chaque région, bien entendu, on peut avoir la position, la couleur, la normale, donc l'orientation, l'orientation de cette région. On peut avoir par exemple la distance par rapport à un plan de référence, par exemple pour évaluer, mesurer la perte de matière. On peut avoir également des indices qui nous permettent de comprendre la rugosité de la surface. Alors pourquoi on essaie de mettre en relation ça? C'est assez simple, c'est parce que ici, vous avez des concepts qui font référence à un vocabulaire, qui font référence à des connaissances d'un domaine qui sont partagées auprès de différentes communautés qui s'intéressent à l'étude du bâti. Et là, vous avez ce qu'une machine peut extraire aujourd'hui. Ce qui permet donc de comprendre, existe-t-il une relation entre l'orientation dans l'espace de tout un tas de régions qui font référence à un phénomène de dégradation particulier. Y a-t-il une relation statistique ou spatiale entre la rugosité des surfaces et le pourcentage d'extension de ce type de dégradation, etc. Et si je vais terminer avec des travaux de stage, 2015, donc c'est tout récent. Un premier travail de stage qui s'est intéressé à la cartographie de l'état de conservation. Donc ce sont des cartographies faites à la main, mais typiquement ce sont ceux que pour nous constituent les annotations spatialisées, donc colonisation, perte des matières, sillon, perte de matière, etc. Et ici, vous voyez finalement quels sont les types d'informations sur le plan morphologique, le plan spatial, que l'on est capable d'extraire à partir des mêmes données. Bien entendu, l'ambition est celle, d'un côté, d'être capable de lier ces deux aspects, ces deux mondes en réalité, et de l'autre, de donner à une communauté qui en a envie, je l'espère, et me semble-t-il que ce soit le cas, de commencer à explorer via des vraies données que l'on doit collecter, que l'on doit partager, des relations, des corrélations de ces aspects. Et je termine avec cette dernière expérience, c'est toujours un travail de stage qui s'intéresse à la mesure des changements d'état entre deux états temporels dont les dégradations ont été simulées en CSRP, et qui vous permet de comprendre à quel point ces simples images que l'on acquiert pourraient nous permettre de suivre et de façon quantitative, donc mesurable, les changements. Je vais terminer tout simplement en synthétisant les trois éléments qui constituent pour nous un enjeu. La collecte et la spatialisation d'annotations sémantiques, pour moi, est un enjeu technologique, bien entendu. Je pense qu'il est un enjeu majeur en termes d'appropriation des technologies et de renouvellement des méthodologies d'études, dans la mesure où, si la technologie aujourd'hui rend ces choses plus faciles, on a tous la possibilité de réunir ces données et de les réunir logiquement via des solutions qui aujourd'hui technologiquement sont la réalité, de cloud computing, qui permettent effectivement de déporter toute la partie calcul, l'archivage, et donc de laisser des outils très souples à la portée de tous dans les mains des usagers. Bien entendu, on a vu dans les expériences présentées et dans ce que je présente également quels sont les apports potentiels de l'analyse statistique. On n'est pas allé plus loin. Je suis convaincu que l'analyse spatiale et morphologique peut nous apporter beaucoup dans les prochaines années, notamment en termes bien entendu, des suivis de l'état de santé dans l'édifice, d'un côté, mais de l'autre aussi en termes de connaissances des phénomènes d'altération, en termes de connaissances
aussi des édifices. Et enfin, le partage d'informations, le suivi temporel, qui reste un enjeu majeur dans une société qui se pose la question de l'archivage. Et parfois, on regarde dans la question d'archivage numérique toujours le passé. Comment peut-on numériser ce que nous avons fait et comment peut-on les conserver? Et on est en train d'oublier qu'en réalité, on pourrait se poser la question exactement dans le sens inverse. À l'avenir, comment peut-on acquérir des choses qui aient du sens et les archiver, ou comment peut-on acquérir des choses qui seraient directement archivables au vu justement des libertés et de la flexibilité du numérique. Merci beaucoup. Bien, donc je vais vous parler donc assez rapidement de photogrammétrie. Je vais essayer de ne pas vous embêter avec toute la partie équation et technique. Je vais plutôt parler des applications. Alors pas tellement des applications patrimoniales, puisque d'abord le sujet a été très largement abordé par plusieurs exposés précédents. Par ailleurs, même si j'ai eu le plaisir, j'espère continuer à travailler dans le domaine, notamment avec le laboratoire MAP, j'ai aucune légitimité pour parler du patrimoine. Et je pense qu'à la limite, c'est peut-être plus intéressant pour vous de voir comment cette technique particulière est en train d'être des communautés très différentes des vôtres sont en train de s'approprier cette technique. Et peut-être vous donner aussi quelques idées d'utilisation nouvelles dans vos domaines. Alors la photographie, mon exposé va être séparé en deux parties. Un rappel de la photogrammétrie hier et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis une partie un peu plus prospective sur qu'est-ce qu'on pourra peut-être faire demain, sachant que c'est un sujet qui est extrêmement large, qui sera un peu focalisé sur, un peu égocentrique sur nos axes de recherche, les axes de recherche de l'hygiène, puisque je n'aurai pas tout le temps d'aborder le sujet de manière générale. Alors, la photogrammétrie, c'est une technique très ancienne qui remonte à plus de 150 ans. En France, on aime bien dire, et c'est assez vrai, qu'elle a été inventée par l'artilleur polytechnicien Aimé Loceda dans les années 1850. Déjà, comme le signalait Renato, pour des applications militaires qui étaient qui sont souvent la source d'innovation dans beaucoup de domaines techniques. Ça sera le seul transparent technique sur la façon dont fonctionne la photogrammétrie. C'est intéressant de noter que les fondements de la modélisation photogrammétrique n'ont pas changé depuis 150 ans, et c'est les mêmes fondements théoriques qui étaient utilisés par Aimé Loceda dans sa chambre noire, dans ses chambres métriques, et celles qui sont utilisées aujourd'hui dans tous les logiciels merveilleux. On appuie sur le bouton et on récupère un modèle 3D. Le principe de la photogrammétrie, on a un objet en 3D. Donc la première chose, et on pourrait en parler pendant des heures, la première chose commence par la prise de photo. S'il n'y a pas de bonne photogrammétrie sans bonne photo avec un bon protocole d'acquisition. Donc l'objet est pris depuis différents points de vue. Et ensuite, on a 3 étapes de modélisation. La première étape de modélisation, c'est ce qu'on appelle la calibration interne. Alors de manière très simple, vous savez que pour un appareil photo donné, vous avez différents niveaux de zoom, et ce niveau de zoom va, suivant la focale que vous mettez, suivant le réglage de votre zoom, la correspondance entre un point de l'image et un angle de prise de vue dans la photo va varier. Donc la première étape va consister à modéliser ça de manière fine, c'est ce qu'on appelle la calibration interne. La deuxième étape va consister à retrouver pour chaque image quelle était la position et l'orientation de la caméra au moment où la photo a été acquise. C'est ce qu'on appelle la calibration externe, et si on réussit à le faire, on est capable de savoir que le point rouge de l'image en haut à gauche se trouve sur la ligne dans l'espace à 3 dimensions que j'ai représenté de manière sommaire. Et la troisième étape, c'est l'étape d'appariement. On va rechercher pour chaque point d'une des images, des points dans les autres images qui voient le même point de terrain, qui voient le même détail sur la scène. Et si on est capable de faire ça, alors on saura que le point rouge et le point vert correspondent au même point. Donc ils se trouvent l'un sur la droite rouge, l'autre sur la droite verte, et on aura calculé un point en 3 dimensions. Alors il faut beaucoup de temps pour expliquer comment on calcule un point, mais ensuite ça va plus vite, parce qu'il suffit de dire que ce qu'on a fait sur un point, on le fait sur une droite, et on le fait sur toute l'image, et on a donc un modèle 3D.
Voilà. Donc ça, c'est le principe de la photogrammétrie. Donc dans les années 2000, c'est une technique qui évoluait, mais assez lentement, et c'était vraiment une technique de spécialistes, aussi bien pour traiter les images qu'en termes de matériel nécessaire pour l'opérer. Donc ce qui a complètement changé dans les années, depuis, difficile de dater, mais une dizaine d'années pour faire simple, c'est le fait d'être passé à un processus totalement automatique. Alors ce processus totalement automatique, c'est le deuxième transparent un tout petit peu technique. En entrée, on a un paquet d'images. Quand je dis un paquet d'images, c'est éventuellement des images désordonnées, sans structure particulière. Et en sortie, donc en bas à gauche, on a un modèle 3D. Bon, il y a 3 étapes de calcul, je ne vais pas les détailler. On calcule des points de liaison, on recalcule donc toujours cette fameuse modélisation de la géométrie d'acquisition dont Livio a parlé. On recalcule la position et l'orientation de chacune des images, et ensuite on fait un apérimondance. Bon, et si ensuite on fait un petit peu de travail de terrain, on est capable de géoréférencier de manière précise dans un système de coordonnées ces acquisitions, ce qui est très intéressant quand on va commencer à faire du multidate et à chercher donc on va revenir plusieurs fois sur le terrain, on va avoir besoin donc de remettre les images dans une géométrie cohérente, donc on pourra très facilement géoréférencier les images avec un tout petit peu de travail de terrain. Bien, alors je vais pas insister lourdement là-dessus, mais il existe plein de solutions commerciales, ergonomiques, qui savent traiter ce type de données. Bon, je présente 3 logiciels. Un logiciel qui est assez populaire dans le milieu des archéologues, un logiciel qui se positionne comme étant le spécialiste du drone, et puis un logiciel qui est plutôt adapté à la gestion des très grosses acquisitions, notamment pour la modélisation urbaine. Et il en existe beaucoup d'autres. Je vais présenter rapidement quelques applications dans différents domaines. Alors, applications dans le domaine environnemental. Alors on voit que ces applications sont très variées. C'est un des intérêts de cette technique, hein, c'est d'être adaptable en fait, en changeant simplement la résolution de l'acquisition, la focale, on s'adapte un peu à toutes les échelles. Hein. Donc des applications dans le domaine environnemental, donc la modélisation de marnières, hein, de cavités, la modélisation une acquisition par drone pour être capable pour chercher à faire du suivi d'érosion torrentielle. Et par comparaison d'états différents, et puis au contraire une application extrêmement, avec des acquisitions au niveau du sol pour faire des modèles submillimétriques permettant de calculer la rugosité du sol, donc avec et on voit un protocole d'acquisition très léger. Bon, quand même une diapositive sur les applications patrimoniales. Hein. Donc là, on voit encore la variété des géométries, hein, puisque c'est des techniques qui sont applicables aussi bien pour la modélisation de statuaires que la modélisation, de scènes plus larges avec une acquisition à partir de drones. Hein. Là, on retourne sur le théâtre de Vintimille. Et puis aussi, donc, notamment en utilisant des objectifs à très très grande ouverture, on est capable de modéliser assez facilement l'intérieur d'un bâtiment. Donc là, en haut à gauche, vous avez la chapelle impériale à Ajaccio. Donc, alors, il faut un tout petit peu s'habituer. Hein, c'est des images de l'intérieur, mais vues de l'extérieur via la tricherie entre guillemets de la visualisation 3D. Des applications dans le domaine industriel, là aussi une grande variété d'échelles. Je vais juste commenter l'image en haut à gauche, qu'on viendra ensuite après. Il s'agit pour montrer vraiment que ça sert un peu à tout. Là, c'est des collègues, donc c'est une éprouvette de béton, donc c'est un petit cube de béton. Bon, c'est pas très loin de ce qu'on fait dans Monumentum. Donc c'est un petit cube de béton, et j'ai des collègues qui le martyrisent en projetant du sable à haute pression. Et pour essayer de caractériser ensuite les caractéristiques du béton, ils veulent être capables de mesurer de manière fine le volume qui a été érodé par cette technique. Voilà. Une utilisation dans le domaine du BTP. Alors là, comme dans beaucoup d'autres domaines, on n'est plus du tout au niveau de la recherche ou du développement. C'est opérationnel aujourd'hui quand les aménageurs, ces sociétés de terrassement veulent mesurer, veulent faire de la volumétrie
sur ces très très gros tas de sable, entre guillemets, qui font 100 mètres de long et 15 mètres de haut. L'utilisation du drone est devenue quelque chose de totalement routinier, hein, je veux dire, on n'est plus du tout dans le domaine de la R&D. Même s'il reste des questions pour aller plus vite, être plus précis au niveau du nivellement. Une application alors, qui peut-être est très loin de vos domaines, mais que je trouve intéressante et que je vais peut-être commenter. Bon, d'abord, elle n'est peut-être pas si loin de vos domaines, puisque finalement, je ne suis pas spécialiste, mais peut-être que la dimension végétale fait partie du paysage et des préoccupations de l'école de Chaillot, de tout ce qui est modélisation fine de la végétation. Enfin, toujours est-il que là, c'est des applications en foresterie, donc il s'agit d'être... et ce qui est intéressant, c'est donc on fait une acquisition par drone, et puis par photogrammétrie, on cherche à modéliser la canopée. Alors ce qu'on voit sur cette image-là, qui est celle qu'il faut regarder, en jaune, c'est pas une acquisition par drone, en jaune, c'est une acquisition LIDAR, donc fait par un LIDAR aérien, et en bleu, c'est l'acquisition photogrammétrique. Alors, on voit toute la complémentarité des deux techniques, hein, au sens où, évidemment, le LIDAR apporte une information que n'apportera jamais la photogrammétrie, puisque la photogrammétrie ne modélise que ce qu'elle voit. C'est un peu... Et donc, en fait, ne modélise que l'enveloppe, ce qu'on appelle la canopée, l'enveloppe supérieure de la végétation, alors que le LIDAR a une certaine capacité de pénétration, ce qui lui permet de modéliser le sol et, pour certaines applications, enfin pour certaines ce qu'on appelle du phénotypage, donc de modélisation fine de la végétation, de modéliser les strates intermédiaires de végétation. Donc ça, c'est typiquement quand les collègues forestiers ont découvert la lasergrammétrie, ils ont dit, moi, je ne veux plus que du laser, la photogrammétrie, vous oubliez. Et effectivement, ça leur apportait une information. Et puis ensuite, ils ont vu la note. Ils ont vu que ça coûtait 10 ou 15 fois plus cher. Donc ils se sont mis à réfléchir. Et ils se sont dit que peut-être qu'en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de faire un premier vol LIDAR pour avoir ma surface de sol. Puisque ça, effectivement, il n'y a que la lasergrammétrie qui va me l'apporter. Mais ensuite, dans la plupart de mes études, notamment pour toutes les applications de bilan carbone et de surveillance fine de la masse carbone, finalement la variable principale c'est la hauteur des arbres, et si je peux l'avoir pour 10 fois moins R en photogrammétrie, je vais m'en contenter. On voit qu'il y a vraiment une complémentarité dans cette technique de manière générale. Bon, et ça c'est une petite... simplement pour dire que la photogrammétrie sert aussi en cartographie, hein, sinon je ne le ferai pas, vu l'Institut qui m'emploie. Sur la dissémination aussi, donc, puisque je pense que ces techniques ne sont pas magiques, hein, l'IVIO, ça a été redit plusieurs fois, là, dans beaucoup de cas, de toute façon, il faut venir sur le terrain pour observer, donc, indépendamment de ça, il y a quand même aussi une certaine difficulté de dissémination et d'appréhension de ces techniques. Donc typiquement, j'ai des collègues, mais en l'occurrence, ce ne sont pas des archéologues, ce sont des géomorphologues, qui, il y a encore 1 ou 2 ans, prétendaient que c'était mieux de faire un carroyage et d'assembler les photos sur Photoshop que de faire une orthophoto. J'espère d'avoir réussi à les convaincre, mais ça prend du temps. Alors, application au grand public. Alors, pourquoi application au grand public? Puisque, donc, à propos de la dissémination, comme toutes ces techniques, que ce soit les drones, la photogrammétrie, donc souvent elles sont développées au départ dans le domaine militaire, puis elles passent petit à petit dans le domaine industriel, et c'est au moment où le grand public se les approprie que vraiment, à la fois la facilité d'usage explose, que la pérennisation, que le modèle économique se met en place. Et donc on peut se demander si pour un produit finalement assez technique comme la photogrammétrie, il y a un avenir sur le grand public. Donc ça c'est... Alors, si la photogrammétrie pour le grand public, s'il s'agit juste c'est typiquement l'application auquel on pense, hein, si on est un peu mégalo, on demande à un collègue de vous prendre en vidéo et puis on fait un modèle 3D, mais ça n'a pas un grand intérêt. De manière peut-être un peu plus sérieuse, et comme avenir de la photogrammétrie pour le grand public, il y a tout ce qui va concerner l'impression 3D et notamment la possibilité de répliquer des pièces pour faire un usinage, soit ses choix, soit dans une... Et donc de ce point de vue-là, la photogrammétrie peut être, hein, parce qu'il n'y a pas d'impression 3D sans modèle 3D, peut être une technique intéressante pour faire de l'acquisition de ces modèles 3D. Et moi, je crois plus en fait à une application, alors qui demande dans lequel la photogrammétrie ne sera qu'une des composantes,
c'est toute l'application pour le bricolage. Alors quand je dis bricolage, il y a peut-être un continuum entre le bricolage pour le grand public, le corps de métier, jusqu'à des applications plus sérieuses comme ce qui a été présenté ce matin par Gaël Hamon. Mais je pense qu'on est... Typiquement pour prendre des cotes, les envoyer à son corps de métier, où il y a un grand potentiel d'application en photogrammétrie. Donc ça c'est un exemple, bon, peu importe sur un objet 3D. Et puis un autre exemple, donc c'est un peu vocabulaire un peu approximatif, mais j'avais pas de modèle d'appartement dans mon disque dur. Par contre, j'avais un très très grand appartement qui était la tombe de Méramta, sur lequel on avait fait une acquisition il y a 2-3 ans. Donc ça, on a le plan, le plan traditionnel, et puis le relevé photogrammétrique. Enfin, bon, là, il s'agit juste d'un modèle peu dense. Ce qui est intéressant, c'est de signaler sur ce plan de la tombe par photogrammétrie, c'est qu'on avait vérifié la précision et que en la comparant à des méthodes traditionnelles de topographie, et on avait pu vérifier que dans ce type de configuration, sur 100 mètres de distance, on n'avait que 2 à 3 cm d'écart aux extrêmes, ce qui est suffisant pour beaucoup d'applications. Alors on peut toujours aller un peu plus loin, mais commence à ouvrir des applications potentielles dans tout ce qui est l'aménagement. Voilà. Bien, juste pour signaler, parce que j'ai quand même présenté toutes les solutions commerciales, dire que toutes les illustrations qui ont été présentées jusqu'à présent ont été réalisées par donc, le logiciel Micmac, qui est un logiciel gratuit et open source développé à l'IGN, qui est plutôt destiné aux scientifiques, même si on ne désespère pas un jour d'avoir une interface plus grand public. Si vous êtes intéressé, je vous conseille simplement sur n'importe quel moteur de recherche de taper Micmac Forum ou Micmac IGN et vous serez renvoyé sur les sites permettant de télécharger ou d'acquérir de l'information. Bien, donc je vais parler rapidement de la photogrammétrie demain, je ne vais pas tout présenter. Alors, il reste encore beaucoup de questions de recherche, c'est absolument pas exhaustif en photogrammétrie. Donc je vais parler, suivant le temps qui me reste, du calcul des déformations, de ce que j'appelle la seconde itération du processus photogrammétrique. C'est un mot un peu compliqué, mais j'espère Et puis, éventuellement des applications de métrologie, sachant que j'ai pas de présentation sur les derniers aspects. Calcul de déformation. Alors, la photogrammétrie, ce qui est surtout connu de la photogrammétrie, ce que je vous ai présenté, ce qu'on a présenté ce matin, c'est on a une scène qui ne bouge pas et un appareil photo qui se déplace et on fait un modèle 3D de cet état statique. Il y a la contraposée, entre guillemets, existe aussi et peut-être très intéressant, c'est un appareil qui ne bouge pas et une scène qui se déforme et alors avec des techniques de corrélation, de suivi de mouvement des pixels, on est capable de retrouver les mouvements de cette scène. Donc ça, je pense qu'il y a des applications éventuellement sur tout ce qui est monitoring, c'est un affreux anglicisme, tout ce qui est surveillance, surveillance de bâtiments, de surveillance de mouvements fins, éventuellement même de mouvements périodiques thermiques, on arrive assez bien à les modéliser. Bon, ça c'est un exemple fait par des collègues suisses avec nos logiciels sur une tour dans le canton de Vaud. Apparemment, ils étaient contents les mouvements qu'ils mesuraient des points de vue thermiques étaient cohérents. Et ça, c'est un autre exemple. Donc ça, c'est le mouvement d'un pont, du tablier d'un pont au passage entre deux états successifs, le pont vide et le pont chargé par un camion relativement lourd. Ils étaient aussi relativement contents et rassurés de voir que si le tablier bougeait un peu, les piles, elles, restaient parfaitement stables. Voilà. D'autres exemples sur ces applications de calcul de mouvement, donc plutôt en sciences de la Terre. C'est un calcul de déformation de la surface de la Terre avant et après tremblement de terre. D'autres applications qui sont peut-être un peu plus loin des vôtres, c'est le calcul. Cette fois-ci, on a une scène qui se déplace en 3 dimensions de manière sensible, donc on peut plus se contenter d'avoir une image. Et pour le dire rapidement, en fait, on a des acquisitions stéréoscopiques, on a 2 caméras qui ne bougent pas,
et en combinant, enfin en faisant un petit peu des combinaisons plus ou moins compliquées des mouvements dans tous les sens, on arrive à suivre des particules en 3 dimensions. Donc là, typiquement, il s'agissait de suivre le mouvement tridimensionnel d'un glacier, donc avec des précisions qui étaient de l'ordre du centimètre. Ce que j'ai appelé la grande résolution et seconde itération du processus photogrammétrique, c'est en fait une situation qui est relativement courante. Alors, j'espère que c'est pas trop technique, mais en reconnaissance de forme, en mathématiques appliquées, la situation courante, c'est on a un problème, on a du mal à trouver la solution initiale, mais on sait que si on arrivait à trouver la solution initiale, si on avait ce qu'on appelle en langage imagé un devin qui nous donnait la solution initiale, on sait qu'on saurait l'améliorer assez facilement et obtenir une meilleure solution, mais malheureusement, on ne sait pas amorcer le processus. Et c'est vrai, la photogrammétrie automatique a été longtemps dans cette situation-là, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'il se trouve qu'on a suffisamment progressé pour qu'on ait des solutions initiales. Et donc l'idée c'est plus une voie de recherche qu'autre chose, c'est de se dire maintenant, prenons ces solutions initiales, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire une deuxième itération en réinjectant ces solutions pour aller vers une très très grande précision. Bon, alors un exemple peut-être un peu technique, mais c'est une des limites, un des outils un peu magiques qui a révolutionné la photogrammétrie, c'est ce qu'on appelle l'algorithme SHIFT. Il en existe différentes variantes, mais on lui donne 2 images et de manière un peu magique, sans rien savoir, il trouve des points homologues. Donc cet algorithme est un peu magique, mais comme toute magie, elle a ses limites. Et on s'aperçoit que si les points de vue sont trop différents, on finit par avoir relativement peu, les performances baissent et il y a des modèles qu'on ne sait pas reconstituer. Donc là, l'idée, c'est de se dire que si on avait déjà un modèle 3D grossier, on pourrait peut-être améliorer fortement les performances de ce type d'algorithme. Ça, je vais passer. Oui. Donc, le dernier point un peu sur ces possibilités d'évolution de la photogrammétrie, c'est que une des limitations de toutes ces approches de modélisation 3D, c'est la résolution. Alors, pour le dire aussi de manière simple, on ne sait pas mettre en correspondance 2 pixels. 2 pixels, un pixel, c'est juste une radiométrie, c'est extrêmement ambigu. Pour pouvoir, il faut donc considérer l'environnement d'un pixel sur 4, 5, 10 pixels voisins pour être capable de trouver son homologue dans une image. Et donc le fait de raisonner sur des petites surfaces, ça fait que la précision de restitution des détails ne sera jamais meilleure que la fenêtre qu'on a utilisée pour mettre en correspondance. Et donc ça, c'est un peu une limitation intrinsèque. Et donc je pense qu'on doit pouvoir, toujours avec ces approches un peu deuxième itération, arriver à des modèles beaucoup plus précis. Alors une façon de le faire, ça serait en prenant des images que m'a confié le laboratoire MAP, ça serait d'essayer de mélanger la photogrammétrie et la photométrie. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est une image extraite d'un triptyque. Je ne sais plus lequel. Livio, tu me le diras. La Trinité, pardon. Si par photogrammétrie, on sait retrouver la forme générale du modèle 3D, et donc ça a été présenté ce matin, être capable de savoir s'il y a des zones plus ou moins bombées pour retrouver les grandes longueurs d'onde, mais si on veut s'intéresser vraiment aux détails, on va s'apercevoir que la photogrammétrie finit par être limitée. Bon là, si on pousse au maximum, on arrive à reconstituer quelques détails, mais les traits les plus fins, les traces de pinceau, on n'arrivera jamais à les visualiser en photogrammétrie. Alors, donc au lieu de faire de la photogrammétrie, on fait ce qu'on appelle de la photométrie, c'est-à-dire qu'on fait par exemple un éclairage depuis différentes directions. Ensuite, en faisant simplement une petite combinaison mathématique des 2 images, on obtient une image qui met en valeur énormément le relief. Et alors, c'est pas forcément évident si on le voit de loin, mais si on commence à zoomer, on s'aperçoit qu'on a l'équivalent d'une carte d'ombrage. Voilà. Il faut aller vers la conclusion. D'accord. Et voilà. Donc on voit ici, par exemple, que sur cette image-là, on arrive à visualiser l'équivalent d'un trait de pinceau qui fait 1 ou 2 pixels. Alors la question maintenant, et ça c'est un axe de recherche tout à fait passionnant, c'est purement du visuel, du qualitatif. Est-ce qu'on peut aller au quantitatif, donc en mélangeant un peu les 2 approches de la photogrammétrie et de la photométrie. Donc je vais passer rapidement, simplement pour dire que l'aspect caméra
spécifique à la photogrammétrie pour répondre à Renato. Bon, c'est un sujet qui occupe la communauté, d'avoir des caméras de bonne qualité embarquables sur un drone. Et que, bon, voilà, avec ce type de caméra, on peut arriver à faire du nivellement, donc à mesurer la surface de la Terre avec une précision pour laquelle on vise le centimètre, on n'y est pas tout à fait encore. Voilà, et donc, métrologie d'intérieur, je passe, simplement, bon, des applications sur les égouts de Paris. C'est un peu moins glamour que la tombe de Mérenptah, mais du point de vue de la géométrie, c'est finalement assez similaire. Et en conclusion, donc simplement pour vous dire que sur ces techniques de photogrammétrie, donc c'est pas, enfin, l'évolution de la photogrammétrie, on est loin d'être arrivé à une convergence. C'est un domaine qui est extrêmement actif. Et je vous invite à venir au colloque de photogrammétrie qui est organisé du 15 au 17 mars à l'ENSG. Ça sera l'occasion de réunir donc toute la communauté, de faire le point. Et voilà, notamment la première journée sera consacrée à des tutoriaux sur les logiciels libres. Si vous êtes intéressé, vous tapez SFPT sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez l'information. Je vous remercie. Bonjour. Donc nous allons vous présenter en fait différentes approches de modélisation du comportement mécanique des structures maçonnées. Et en fait, cet exposé est le fruit de coopération, de collaboration entre 3 équipes de recherche, donc ici à Paris, Marseille et Montpellier. Alors, l'objectif, c'est bien sûr encore de fournir des outils et des méthodes d'aide au diagnostic lors d'opérations de conservation et de restauration des monuments historiques. Et si on regarde un petit peu de plus près ce que c'est qu'une structure maçonnée, comme on le voit sur l'illustration ici de Viollet-le-Duc, donc c'est vraiment un matériau composite où on peut voir des pierres de taille en parement. Bien souvent, entre les parements, on va avoir de la maçonnerie de blocage, de la maçonnerie de remplissage. Et entre chaque pierre de taille, on va aussi avoir des joints qui sont réalisés avec mortier ou sans mortier. Et puis de temps en temps, on peut aussi avoir des éléments de renforcement métalliques ou des éléments en bois qui vont être noyés dans la maçonnerie. Donc c'est un matériau qui est très composite et lorsqu'on veut le modéliser, on est confronté à différentes difficultés. Donc les premières difficultés, elles concernent le fait qu'on a une diversité des matériaux et des appareillages, donc ce qui en fait une structure très hétérogène avec des propriétés mécaniques très différentes de point à point. Et puis surtout, on est confronté au problème qu'on connaît très mal l'histoire du bâtiment généralement. Alors l'histoire, elle se traduit par différentes phases de construction qui ont permis de mettre en œuvre différents modes constructifs. Et aussi, il y a toutes les modifications qu'a subi le bâtiment au cours de son histoire. Alors par exemple, au cours des phases de restauration du bâtiment ou suite à des aléas climatiques ou naturels tels que des séismes ou des tassements de sol. Alors pour approcher la modélisation, on peut le faire à plusieurs échelles. Alors la première échelle, c'est une échelle macroscopique où on va considérer que la structure est, en fait, la maçonnerie est homogène et continue en fait. Et puis une deuxième échelle qui est plutôt une échelle microscopique, qui est plutôt l'échelle des éléments, des blocs, où cette fois-ci on va considérer la maçonnerie hétérogène et discontinue. Alors le choix entre ces deux approches, c'est pas forcément évident, ça va dépendre de plein de paramètres et en particulier, alors soit du niveau d'information qu'on souhaite au final, mais bien souvent ça va dépendre aussi des données qu'on a à disposition. Alors l'exposé qu'on va vous faire, il va permettre d'illustrer en fait ces deux points de vue à travers deux méthodologies de modélisation des structures maçonnées. Bon, merci Fabien. Donc, moi, je vais vous parler de modélisation macro-mécanique. Donc, je vais vous présenter quelque chose qui est basé sur le calcul à la rupture. Alors, en fait, il s'agit d'une approche utilisant des hypothèses mécaniques qui sont très, très simples et qui peuvent être interprétées par une notion de poussée et à l'aide de ce qu'on appelle les lignes de pression. Alors, des lignes de pression, c'est calculé en fait à partir d'une coupe et les lignes de pression vont représenter en fait graphiquement ces pressions, les pressions qui sont exercées finalement dans la structure. Et donc il est admis que l'équilibre de la structure est possible si la ligne de pression est à l'intérieur de la maçonnerie.
Si la ligne de pression sort de la maçonnerie, ça veut dire qu'il y a rupture et qu'il y a évidemment la ruine qui va arriver. Alors, il est possible de calculer voilà, deux types de lignes. Les lignes de pression donc, maximum admissibles et les lignes de pression minimum admissibles, qui donc, restent évidemment à l'intérieur de la maçonnerie. Et ça permet de repérer sur les points de contact, sur les extrados, les intrados, des possibles lieux d'apparition de ce qu'on appelle de rotules, et donc de fissures, qu'on voit ici, donc sur l'extrado, ici sur l'intrado de l'arc. Alors c'est à partir de cette possibilité donc, du calcul à la rupture qu'on a imaginé donc, une application qu'on est en train de développer dans le cadre de Monumentum. Et donc je vais vous présenter le processus rapidement. Donc pour nous, il nous faut, pour travailler à partir de la coupe, un modèle, une modélisation 3D de l'édifice, dans lequel on va donc désigner, l'utilisateur désignera un point de passage ou plusieurs points de passage d'un plan pour créer la coupe. Alors, comme vous a expliqué Livio tout à l'heure, on peut aussi utiliser les images pour désigner les points de passage du plan, puisqu'on peut faire une relation entre les images qui ont été utilisées pour construire le modèle 3D en photogrammétrie et le modèle 3D. On peut aussi utiliser donc sur le site des tablettes, par exemple, avec des techniques de réalité augmentée pour désigner sur la tablette les lieux de passage qu'on veut étudier, le plan de coupe qu'on veut étudier, et qui va être répercuté sur le modèle en 3D. Donc ensuite, il y a tout ce qui concerne le paramétrage du calcul, que je vais vous présenter très rapidement. Donc d'abord, on récupère cette coupe à partir du modèle 3D. Alors, on va décomposer en blocs. On va aller forcément jusqu'au clavage précis exact de tous les blocs de la structure, mais on va découper en morceaux. C'est nécessaire pour le calcul de la ligne de pression. Et on est amené aussi à sémantiser les éléments parce que dans les algorithmes qu'on a mis en place actuellement, la ligne de pression dépend du type, de la nature des éléments. Donc, le calcul de la ligne de pression dans l'arc sera différent de celui dans l'arc boutant, par exemple, dans la pile. Alors, cette sémantisation, elle peut être faite soit par l'utilisateur, en désignant donc les éléments, soit automatiquement, si le modèle 3D, la modélisation 3D au départ, tel que vous l'a présenté encore une fois Livio tout à l'heure, contient tous les éléments descriptifs comme dans une maquette numérique de type BIM, ce sera très facile de retrouver avec la coupe les éléments de coupe, je veux dire, le type des éléments de coupe. Donc ça peut être automatisé, mais ça peut être complété localement aussi par l'utilisateur. On va positionner, pour le paramétrer le calcul, toujours les réactions. Tout ça donc fonctionne sur poids propre, donc les calculs se font sur le poids propre de la structure pour l'instant. On peut positionner aussi des points de pression. Si on s'aperçoit qu'ici il y a une fissure ou présence d'une rotule, on peut très bien désigner un point pour que la ligne de pression soit calculée de manière à ce qu'elle passe par ce point. Et donc on a dit qu'on pouvait utiliser donc le poids propre de la structure, mais on peut aussi rajouter, si on veut, des charges si nécessaire pour calculer des hypothèses et calculer les lignes de pression en fonction de ces charges supplémentaires. Donc voilà, les lignes de pression, on peut en construire plusieurs, sur plusieurs hypothèses, sur plusieurs hypothèses de paramétrage de calcul, et elles vont nous indiquer, à partir de ce qu'on a vu éventuellement sur le site ou sur le modèle de 3D finalement, ça va nous indiquer d'autres points où il est possible qu'apparaissent donc des dommages ou des fissures ou des déformations. Donc, voilà le principe, c'est qu'une fois qu'on aura ces lignes de pression, on pourra donc déterminer des
des lieux où des dommages peuvent apparaître, hein, et du coup on a un retour vers soit les images pour nous désigner l'endroit où il est possible qu'apparaisse une fissure qui en fait va permettre de corroborer les hypothèses qu'on a eues avec le calcul des lignes de pression. Et de même, avec un système de réalité augmentée, un peu comme ici, on peut visualiser des lieux où il est possible qu'il y ait des problèmes, et donc qu'on aille voir localement si on voit quelques stigmates qui permettraient de valider le comportement de la structure qu'on étudie. Voilà, donc là on reste dans un processus qui est un diagnostic très, très rapide. C'est un peu l'idée de l'outil. On ne va pas forcément dans les détails. On va voir que justement Fabien va vous présenter les aspects plutôt micro qui sont, évidemment, on rentre plus dans les détails des différents blocs, des éléments réels de la structure. Mais là, on a un premier diagnostic rapide. Et pour rester un peu sur l'analogie qu'on fait avec la médecine, c'est un outil de type stéthoscope qui pourrait rapidement donc, donner des indications sur les désordres ou le comportement de la structure en fonction donc, de cet outil basé sur le calcul à la rupture. Voilà, donc je repasse la parole à Fabien. Donc voilà, moi je vais parler de l'autre approche, donc la modélisation micromécanique, même si la distinction souvent entre micro et macro n'est pas forcément très évidente. Alors, le principe de cette approche, c'est d'être basé sur ce qu'on appelle la méthode des éléments discrets. Alors, l'objectif de cette méthode, c'est d'essayer de décrire une collection d'objets en interaction. Alors, dans cette approche, donc, chaque objet est indépendant. Chaque objet possède une géométrie qui peut être quelconque, en 2D ou en 3D. Chaque objet possède un comportement qui peut être rigide, déformable, qu'on peut enrichir ensuite, sachant que chaque objet peut avoir un comportement différent de son voisin. Et puis, en fait, on va régir les interactions entre ces objets à travers différentes lois. Donc, des lois qui peuvent être très simples, type contact, avec ou sans frottement. Et puis, en fonction, on peut enrichir en prenant en compte de la cohésion entre ces objets, éventuellement des phénomènes d'endommagement. Et enfin, le comportement des objets, mais aussi des lois, peuvent être couplés à d'autres phénomènes physiques, tels que des transferts thermiques ou l'écoulement d'un fluide, par exemple. Donc, l'idée générale, souvent, c'est d'essayer de garder en fait, des comportements assez simples pour les objets, type rigide ou déformable, type élastique linéaire, mais plutôt d'enrichir la physique des interactions pour essayer d'obtenir au final un comportement assez complexe de la structure. Alors d'un point de vue stratégie numérique, je vais faire très simple, comme chaque objet est indépendant, il a sa cinématique propre qui est régie par les équations de la dynamique des solides standard. Et la particularité ici, c'est qu'en fait, les interactions entre objets, et en particulier ce qui concerne le contact et le contact avec frottement, donc ces interactions sont extrêmement simples à décrire physiquement, mais par contre elles reposent sur des lois mathématiques qui n'ont pas les bonnes propriétés pour une mise en œuvre numérique. Donc pour contourner ou pour résoudre ce problème, en fait, Jean-Jacques Moreau et Michel Jean dans les années 90 ont proposé un cadre mathématique assez rigoureux pour décrire les interactions de contact avec frottement. Et ce cadre mathématique a été la base de développement d'une plateforme logicielle qui s'appelle LMJC 90, qui a été initiée il y a une quinzaine d'années par Michel Jean et Frédéric Dubois. Et c'est une plateforme donc open source et qui est développée sur un mode collaboratif. Alors les applications initiales de ces outils, en fait, de cette méthode des éléments discrets, c'était plutôt de regarder le comportement de ce qu'on appelle des milieux granulaires, donc typiquement le tas de sable par exemple, et après avec des applications sur le ballast des voies ferrées ou les massifs rocheux par exemple. Plus récemment, on a étendu ça vers des applications vers la biomécanique ou la tribologie. Et puis, on s'est dit, finalement, une maçonnerie, ça ressemble à un tas de sable qui est un peu plus organisé. Donc, on va essayer de regarder les potentialités de ces approches pour la modélisation des maçonneries. Alors, je vais illustrer, en fait, dans un premier temps,
à travers des structures modélisées en éléments rigides. Et dans un deuxième temps, je regarderai un petit peu ce que peut apporter une modélisation en éléments déformables. Alors, ici, un exemple avec une voûte gothique qui a été construite sur des plans du XVIe siècle. Voûte qui a été construite mais hors de son contexte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments de contrefort, par exemple, pour venir reprendre les poussées latérales qui sont générées par les arches. Alors, pour une modélisation en éléments rigides, les données nécessaires sont peu nombreuses, en fait. Il nous faut la géométrie de chaque élément, donc des voussoirs ou des éléments des piliers. Et en termes de données mécaniques, il nous faut simplement la densité du matériau et le coefficient de frottement au niveau du contact entre pierres. L'intérêt de cette approche, c'est d'être capable de décrire la cinématique propre de chaque objet. Donc en particulier de mettre en évidence des mécanismes de ruine. Donc on le voit ici sur cet exemple. Donc en haut, on voit une ouverture de joint. Et puis qui est associée à cette ouverture ici à la base des piliers. Donc on retrouve un mécanisme classique de ruine des arches, avec une ouverture sur l'intrados en haut et l'extrados sur les appuis. Et on voit aussi à travers les petits rectangles verts ici l'ensemble des points de contact en fait entre les différents éléments de la structure, et on s'aperçoit bien qu'on a une rotule sur l'extrados parce qu'on a un seul point de contact qui correspond à la limite extérieure. Donc en fait, on retrouve cette notion de ligne de pression qu'a évoqué François juste avant, avec une traduction un petit peu différente. Alors en particulier, on le voit bien ici, si on regarde l'ensemble des rectangles verts qui traduisent l'ensemble des réseaux de force dans la structure, on retrouve ces lignes de pression, et on voit bien qu'à la base des piliers aussi, on a une ouverture de joint avec un basculement des piliers, logiquement, ce qui est un peu logique dans ce cas-là, parce que les arches poussent latéralement et font basculer les piliers. Et donc la solution qui avait été proposée ici pour assurer la stabilité de la structure, c'était de rajouter des câbles de post-contrainte dans les piliers de façon à venir charger verticalement les piliers et ramener en fait les lignes de pression à l'intérieur des sections des joints. Donc on le voit bien ici en bas avec des distributions de contacts qui sont beaucoup plus homogènes dans chaque joint, section de joint. Alors, ce genre de structure, c'est plutôt une structure qui est, je dirais, linéaire, en fait, avec des arches, avec des modules en série un peu. Mais on peut faire un peu la même chose sur des structures, des éléments plus surfaciques, type là des voûtes. Donc là, c'est une cave qui est constituée de voûtes d'arêtes, donc de 4 modules chaque module fait 8 mètres par 8 mètres, donc ça fait une cave de 32 mètres de long. Et on le voit sur la simulation en bas, on voit les réseaux de force un peu en rouge, avec ces lignes de force qui se concentrent au niveau des appuis entre chaque module. Alors cette démarche, on a pu la mettre en œuvre en fait sur un cas d'étude particulier qui concerne l'amphithéâtre de Nîmes, l'amphithéâtre romain de Nîmes. Alors sur cet édifice, on voit principalement sur les piliers de l'anneau périphérique, on voit des dégradations importantes qui sont illustrées sur cette photo en bas, où en fait on a ce qu'on appelle de la fragmentation en esquille. On a des fissurations qui se développent perpendiculaires à la surface extérieure, et on a des fragments de plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres qui se détachent de la paroi et qui tombent. Donc on voit ici en fait, on a la ficelle qui illustre la taille initiale du pilier, et on voit la quantité de matière qui a été perdue en fait au cours des années, et donc on peut s'interroger en particulier ici sur des problèmes de structure vraiment en fonction de la pérennité en fait. Est-ce qu'on va pouvoir assurer la pérennité de ce bâtiment si on laisse ces dégradations avancer? Donc ce qu'on voulait savoir nous, c'est est-ce qu'il y a des aspects mécaniques en fait qui rentrent en jeu, qui conditionnent, qui gouvernent en fait ces dégradations? Alors la modélisation qu'on a proposée, elle est réalisée à 2 échelles en fait. Donc on a d'abord regardé quelque chose à l'échelle de la structure pour essayer d'étudier les descentes de charge et regarder les efforts qui transitent dans la structure et qui sont appliqués sur chaque bloc. Et puis dans un deuxième temps, de proposer un modèle à l'échelle d'un seul bloc pour être beaucoup plus fin et précis, pour regarder 2 aspects en fait. C'est d'une part l'influence de la planaïté ou la non-planéité des joints qui peut conduire en fait à des concentrations de contraintes, et d'autre part l'effet de l'infiltration d'eau lors d'épisodes de pluie. Alors le premier modèle, donc le premier modèle à l'échelle de la structure, donc la première étape c'était de proposer de construire un modèle géométrique d'une part,
Donc le modèle, il est constitué ici, donc c'est pas l'amphithéâtre entier, mais 5 travées en fait, 5 travées consécutives qui ont permis de prendre en compte la variabilité des agencements et des appareillages dans la structure. Donc la construction, elle est basée en fait sur des études archéologiques, et en particulier sur les travaux de Miriam Finker, qui ont permis de comprendre en fait les règles géométriques qui étaient derrière la génération du modèle, et d'essayer de comprendre aussi la variabilité des appareillages dans cette structure. Pour des raisons de temps de calcul, la simulation a été faite en éléments rigides, et on voit ici sur la simulation en bas à droite, donc tout ce qui est en rouge se traduit en fait des efforts plus importants. On voit en fait la descente de charge et les efforts qui transitent dans la structure, et on s'aperçoit bien que c'est au niveau des piliers de l'anneau périphérique où on va avoir des efforts maximales qui transitent entre les blocs. Donc la deuxième étape en fait de la modélisation, ça a été cette fois-ci d'extraire un bloc de notre modèle initial. Donc on s'est intéressé à un seul bloc. On a extrait les conditions limites, donc les efforts appliqués sur chaque bloc, sur ce bloc, à partir de la simulation précédente. Et là, cette fois-ci, on allait chercher une description beaucoup plus fine des phénomènes dans un bloc. Donc voilà, on s'est intéressé cette fois-ci à une modélisation en éléments déformables. Alors pour avoir une modélisation plus riche, forcément, il faut aussi beaucoup plus de données à introduire dans le modèle, et en particulier tout ce qui concerne les propriétés du matériau. Donc là, on s'est intéressé à la pierre de Barutel, donc, et la pierre qui constitue l'amphithéâtre de Nîmes. Donc soit le matériau antique qui a été prélevé sur des blocs issus de l'amphithéâtre lors d'opérations de restauration, soit sur du matériau frais issu de carrières. Donc on s'est concentré en fait là sur les propriétés mécaniques, donc rigidité, résistance, les propriétés hydriques, donc perméabilité à l'eau, diffusion de la vapeur, effet capillaire par exemple. Et surtout, il y a une attention particulière en fait à regarder l'influence de l'eau, donc de la teneur en eau, sur l'ensemble de ces propriétés. Et le dernier point aussi, c'est que ces matériaux, ils contiennent des argiles, et donc ils ont la faculté en fait de gonfler lorsqu'ils sont mis en contact avec de l'eau. Donc là, cette fois-ci, on a proposé une modélisation par éléments finis, donc en éléments déformables, où on a regardé 2 physiques. Donc d'une part, on a essayé de simuler le transport d'eau, donc l'infiltration d'eau dans la pierre, donc en imposant des scénarios climatiques assez simples, c'est-à-dire une pluie de l'ordre du nord suivie par une période de séchage de plusieurs jours. Et puis l'eau qui pénètre dans la pierre va faire gonfler la pierre, donc générer des contraintes. Et donc on a introduit un modèle mécanique couplé, un modèle couplé entre la mécanique et les phénomènes hydriques. Donc on le voit sur cette simulation, on a la couche extérieure ici, ça c'est la paroi extérieure du bloc, ça c'est la paroi intérieure. Donc on a une couche extérieure qui est assez faible, de l'ordre de quelques centimètres, qui va être affectée en fait par l'eau lors de la pluie et du séchage. Et la simulation permet de mettre en évidence une génération de contraintes, donc sur la paroi extérieure, sur les quelques centimètres, des surcontraintes. En fait, simplement, ces surcontraintes ne sont pas assez importantes pour conduire à des ruptures directement et expliquer les phénomènes. Mais en fait, il est plus raisonnable de considérer que ces phénomènes sont des phénomènes progressifs et lents, et qui vont être le résultat d'un grand nombre de cycles d'imbibition d'eau et de séchage. Donc c'est une étude qui est encore en cours, qu'on essaie de continuer petit à petit. Alors, pour conclure sur ce travail, donc, on vous a présenté 2 méthodes en fait, qui sont tout à fait complémentaires. Donc on pourrait même envisager un couplage entre ces 2 approches, mais surtout le choix de ces méthodes en fait, va vraiment dépendre du niveau d'information qu'on souhaite in fine, et puis surtout des données qu'on a à disposition au départ. Alors, une des difficultés qui est récurrente dans ces 2 approches, en fait, c'est la nécessité au départ d'avoir un modèle géométrique représentatif de la structure. Et alors, ce qu'on est en train de développer dans le cadre de l'ANR Monumentum, qui vous a déjà été présenté dans les exposés précédents, c'est d'établir une espèce de chaîne numérique pour aller depuis le nuage de points, donc en bas à gauche ici, qui a été obtenu par photogrammétrie ou lasergrammétrie, d'arriver à partir de ce nuage de points à travers une étape de segmentation
pour essayer de retrouver des surfaces élémentaires simples, d'arriver dessus à reconstruire des volumes, cette fois-ci d'avoir un modèle volumique structuré en se basant forcément sur la sémantisation des informations qu'on aura obtenues par ailleurs, donc pour construire des volumes paramétrés qui seront exploitables et qui pourront être introduits directement dans une simulation numérique au final. Voilà, je vous remercie.